Bonjour, dans cette capsule, on va parler de tout ce qui est important à savoir pour le premier laboratoire. Donc, vraiment, cette capsule-là, je vous conseille, en fait, j'espère pour vous que que vous la regardez bien avant le premier TP parce que le premier TP est assez long. Je dirais que il est beaucoup plus long que le TP 2 et 3. C'est bien d'être le plus préparé possible. Donc, le laboratoire 1, il va porter sur des appels système simples puis sur la création de processus. Donc, ça porte vraiment je dirais, presque exclusivement sur le chapitre 2 théorique. Donc, première chose, on va parler du buffer de printf. D'abord, printf, c'est une fonction qui permet de formater une chaîne de caractères, d'y insérer des valeurs de variables et tout, on va voir un exemple, et d'afficher sur la sortie standard d'un processus un message. Donc ici, on a un petit programme. Je vais d'abord l'amener ici. Donc, on a un programme, puis ce qu'on veut, c'est écrire un message. Donc, on va utiliser printf. On va voir plus tard qu'il y a aussi la fonction write qui nous permet d'utiliser ça, en fait, l'appel système write. Printf, c'est une fonction niveau librairie, donc niveau utilisateur, qui va essentiellement faire un appel système write pour écrire sur la sortie standard. Mais on va garder les choses simples pour le moment. On va simplement utiliser printf. Donc, afin d'utiliser printf, c'est important d'avoir la librairie stdio.h. Donc, il faut l'importer. Puis, comment printf fonctionne? C'est, on met seulement printf hello world. On termine par une fin de ligne. On va voir pourquoi. En fait, je ne vais pas mettre de fin de ligne tout de suite. Je vais juste écrire hello world. On va compiler. Si je lance le programme, on voit hello world. Puis on voit que la ligne de commande continue. Donc, c'est pas super beau. On aimerait faire un retour à la ligne pour rendre ça plus beau. Donc, on va tout simplement mettre un retour à la ligne ici. Ce que fait le retour à la ligne, en fait, printf va pas automatiquement écrire hello world sur la sortie standard. Printf va remplir un buffer avec des caractères. Dans ce cas-ci, hello espace world, point d'exclamation. Mettons qu'on enlève ça ici. Il va remplir le buffer avec ça. Puis le buffer de printf va seulement être affiché sur la sortie standard quand le buffer est plein ou quand on met un saut de ligne. Donc un saut de ligne veut dire on veut flusher le buffer tout de suite. On va voir tantôt. En fait, le prochain exemple, ça va être un exemple de printf et de write. On va voir la différence entre les deux. Donc, si je mets ça ici, on voit que ça fait hello world. Donc, je vous ai dit que printf permettait aussi de formater des chaînes de caractères. On va voir un exemple. Donc, supposons que j'ai une variable ici, int allo qui est égal à 4. Et puis que je veux l'afficher pour débugger. Ce que je peux faire, c'est dire voici la valeur de la variable allo et mettre une balise. Ici, on veut une balise d'un nombre en décimal. Donc, on met %d. On pourrait très bien mettre aussi h pour mettre ça en hexadécimal. Désolé, en passant, c'est pas h pour formater et montrer ça en hexadécimal, c'est x. Donc, je vais juste corriger cette petite coquille. Désolé. Décimal. Mais ici, on va garder ça en base 10. Puis, ce qu'on fait après, c'est qu'on dit, bon, j'ai mis une balise. Je vais mettre la variable qui va aller prendre la place de cette balise-là, qui est allo. Donc, ce qui se passe maintenant quand je compile le programme puis que je lance, voici la valeur de la variable allo, 4. Puis on peut vraiment mettre plusieurs variables comme ça. Donc, supposons que j'ai allo, puis j'ai bonjour, qui est, mettons, une chaîne de caractères. On va rendre ça plus intéressant. Supposons un certain buffer qui est égal à INF 2610. Ce que je peux faire, c'est et le buffer %s pour string. Puis je dois mettre ici, comme on voit, la première balise, c'est allo. La deuxième balise, on veut que ce soit le buffer, donc on va mettre le buffer. Donc c'est bien important qu'il soit dans l'ordre. Dans le fond, le premier paramètre qui suit après la chaîne à formater, c'est la valeur qui va aller dans la première balise.
et la deuxième, c'est pour la deuxième balise. Donc, on va voir ce que ça donne ici. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça qu'il faut comprendre de printf. Donc, super important que ça n'écrit pas directement sur la sortie standard, contrairement à write, on va le voir tout de suite. Ça ne fait que remplir un buffer qui va être vidé sur la sortie standard seulement quand il y a un saut de ligne ou quand le buffer est rempli. Donc, c'est tout pour le premier exemple. Maintenant, on va voir printf versus write, comme je vous ai dit précédemment. Donc, la fonction write, c'est un appel système qui effectue, ça effectue directement l'appel système write qui va aller écrire dans un file descriptor, que ce soit sortie d'erreur, sortie standard, un fichier, etc. Donc, la fonction printf, elle, par contre, ça va écrire une série de caractères dans un buffer, comme on l'a dit, qui sera éventuellement vidé sur la sortie standard, lorsqu'il va être plein ou flushé avec un saut de ligne. Donc, un problème typique, en fait, une question telle quelle. Au bas de la page, ici, vous avez littéralement la solution à une des questions de votre TP d'aujourd'hui, ou de plus tard, en espérant que vous regardiez cette vidéo-là à l'avance. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de faire une série d'appels printf et write, puis on va imposer un certain ordre, dans le sens, on voudrait... En fait, la question, c'est typiquement ça. On a il faut que vous fassiez un appel à printf d'abord. Donc, dans le code, le premier appel doit être un appel à printf. Après ça, vous devez faire un appel à write. Puis, l'affichage doit, dans le fond, quand on va lancer le programme, il faut que l'affichage montre d'abord le message qui a été écrit avec write, puis ensuite celui qui a été écrit avec printf. Donc, je vous laisse une petite minute pour y réfléchir. Faites pause sur la vidéo si vous voulez y penser. Vous avez la solution devant vous, en fait. La solution ici, ce que ça va faire, c'est qu'on va voir d'abord salut de write, puis après ça, salut de printf. Donc, si vous ne voyez pas tout de suite pourquoi ou comment ça se peut, je vous invite à faire pause sur la vidéo, à peut-être écrire ce code-là, le lancer, puis essayer d'analyser. Parce que c'est très important, c'est vraiment une question c'est directement dans le TP, en fait, cette question-là. Sauf que le message est différent. Donc, faites pause. OK, donc j'espère que c'est clair pour tout le monde, que tout le monde a pu trouver, mais sinon, c'est pas si grave. Je vais l'expliquer tout de suite. Donc, on a dit que printf écrit dans un buffer. Ce buffer-là n'est pas affiché automatiquement. Le buffer va seulement être affiché dans la sortie standard quand on a un saut de ligne ou quand le buffer est plein. Donc, si je fais le programme qui est ici, printf, salut de printf. Ce qui se passe après cette première ligne de code-là, c'est qu'on stocke dans le buffer de printf la chaîne salut de printf. Donc, il n'est pas affiché, il est vraiment juste stocké en mémoire à quelque part. Après ça, on a une deuxième instruction, write dans stdout, salut de write. Donc ça va écrire tout de suite dans stdout, donc l'écran par défaut, salut de write. Donc, ce qu'on va voir d'abord dans l'écriture dans l'output du programme, ça va être salut de write. Après ça, on fait printf \n, un saut de ligne. Donc, on flush le buffer qui contenait salut de printf. Donc, c'est à la fin de cette troisième instruction-là qu'on va voir salut de printf qui va s'afficher en dessous de salut de write. Donc, si c'est pas clair pour vous, je vous conseille fortement de peut-être écrire sur la chaîne TP1 du Discord du cours ou simplement de m'envoyer un message privé ou un courriel. Et ça va me faire plaisir de vous expliquer en détail. Donc, des outils qui étaient enseignés avant dans le premier TP, mais qui sont quand même utiles si vous voulez vous débugger. Donc, il y a strace et ltrace. En fait, vous allez fort probablement avoir à les utiliser un peu pendant le premier TP. Donc, strace permet de lister les appels système, donc les appels write, open, et d'autres appels système que vous avez vus en cours. Et ltrace permet de lister les appels de librairie. Donc, vraiment, les appels de librairie, c'est ce que vous utilisez en tant que programmeur. Donc, printf, par exemple. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est prendre le programme qu'on a créé ici, qui s'appelle a.out, puis essayer de voir, je ne sais pas si je devrais avoir strace installé ici. Donc, pardon. Donc, ici, on voit la liste des appels système qui ont été utilisés
dans le programme A.Out, qui était notre Hello World. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un write, comme on s'était dit. Printf, c'est une fonction de librairie qui va faire un appel système write quand le buffer de printf est plein ou qu'il y a un saut à la ligne. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le write, l'appel système qui a été envoyé au noyau quand on a fait un printf de \n. À l'inverse, si j'utilise ltrace, L pour librairie, on voit ici qu'on a utilisé la fonction printf, puis c'est le seul appel qu'on a. Donc, vraiment, ces fonctions-là, ces programmes-là, ça vous permet d'analyser des programmes. Quels appels qui sont faits et tout. OK, parfait. Maintenant, je sais que c'est de la révision pour plusieurs, mais c'est important on va avoir à manipuler vraiment beaucoup de pointeurs pendant les TP. Donc, c'est bien d'avoir un petit refresh là-dessus. Je vous conseille de ne pas vous fier à ce code-là. Il est presque identique à celui que je vais vous montrer aujourd'hui, mais il manquait la libération de la mémoire. Donc, je vais vous ouvrir le code juste ici. Donc, ce qu'on a ici, c'est un nombre entier qui est égal à 13. Après, on fait int étoile pour pointeur, la référence du nombre qui va être égale à l'éperluette ici qui permet d'obtenir le pointeur de nombre. Maintenant, la première question qui est importante à se poser, je vous conseille de faire pause à la vidéo pour y réfléchir. Qu'est-ce qui se passe quand je déréférence la référence de nombre et que je fais égal à 12? Qu'est-ce qui va s'afficher ici? Donc, la réponse, ce qui va s'afficher ici, c'est 12. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on prend un nombre, on l'initialise à 13. Après ça, on sauvegarde son adresse en mémoire dans un pointeur qui s'appelle refnombre. Après ça, on dépointe le pointeur, si on veut, et on modifie la valeur à 12. Donc, ce qu'on modifie ici, c'est essentiellement nombre. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut allouer sur le tas, allouer des variables sur le tas. Donc, ce qu'on va utiliser de préférence, ça va être une fonction qui s'appelle calloc. Vous allez voir qu'il y a aussi malloc. La raison pourquoi on prend calloc, c'est ce qui est sympathique avec cette version-là de la fonction pour allouer de la mémoire, c'est que non seulement ça va nous retourner un espace mémoire disponible, mais ça va aussi l'initialiser à 0. Donc, s'il y a d'autres programmes qui se sont roulés, qui ont roulé sur l'ordinateur et qui n'ont pas nettoyé leur mémoire, il se pourrait qu'avec malloc, vous vous ramassiez avec un bloc de mémoire qui soit sale. Donc, calloc va faire quelques opérations de plus pour initialiser la mémoire à 0. Donc, comment ça fonctionne, c'est qu'on déclare notre pointeur ici, int pointeur à allouer, qui est égal à calloc. Calloc prend deux paramètres. Donc, le premier paramètre représente combien de blocs qu'on veut de quel type. Donc ici, on veut seulement un pointeur d'entier, comme on voit ici. Donc je vais dire, OK, je vais calloc, j'ai besoin d'un espace mémoire qui est assez gros pour stocker un entier. Donc c'est aussi simple que ça. Puis après ça, on peut le manipuler juste ici. On peut faire des références, c'est égal à 4, un peu comme si on avait fait avec refnombre. Puis, ce qui est super important, c'est à chaque fois qu'on alloue sur le tas, il faut nettoyer la mémoire. Donc, il faut utiliser free. Donc, on va rouler le programme. Donc, on voit que le nombre est bel et bien égal à 12 et que le pointeur alloué est 4. OK. Maintenant, deuxième grosse partie du TP, ça va être de comprendre le fonctionnement d'un processus. Donc, si la présentation du TP, c'est vraiment très bref, si vous avez encore des questions là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller revisiter les slides ou les vidéos sur YouTube. Donc, vraiment un processus, qu'est-ce que c'est? C'est l'instance d'un programme qui est en cours d'exécution. Ça a son propre espace d'adressage privé et c'est créé, du moins par défaut, selon le principe copy on write. Donc, ce que vous allez avoir comme exercice typique, soit d'examen de laboratoire, soit de TP, ça va être une question comme ça. Comment est-ce qu'on peut recréer l'arbre qu'on a ici? Donc, vraiment, si vous vous souvenez, ça devrait vous dire quelque chose, la fonction fork. La fonction fork permet de créer un processus fils du processus qui appelle la fonction.
Donc, le P0 dans tous les exercices, ça va vraiment être, si on veut, je vais aller dans, j'écris un fichier pour ça, juste importer ce qu'il faut. Bon, ça ne devrait pas être long. OK, donc, le processus 0, ça va généralement être le processus qui exécute la fonction main. Puis là, en fait, on voit qu'on doit créer 3 fils de premier niveau. Processus 1, processus 2, processus 3. Donc, si vous vous rappelez bien de ce que fork fait, fork crée un processus, comme si on met fork ici, fork va créer un processus fils du processus P0. Mais fork, ce qui est bien, c'est que ça retourne ça a une valeur de retour qui va nous permettre d'exécuter du code spécifique à un fils. Donc, ce que retourne la valeur fork, c'est en fait, ça retourne, si on veut, entre grosses guillemets, 2 valeurs, dans le sens que ça retourne une valeur pour le père et une valeur pour le fils. Le père, ce qu'il va recevoir, lui, c'est en valeur de retour, il va recevoir le PID, donc l'identifiant de son fils, et le fils, il va recevoir 0. Donc, ce qui est le fun ici, c'est que si vous voulez exécuter du code qui est exclusif à votre fils P1, vous pouvez faire si la valeur que fork me retourne est 0, ben là, je sais que le code qui va s'exécuter ici, c'est du code spécifique à P1. Donc, désolé, là, j'ai pas d'accent, je suis sur le clavier anglais. Donc, c'est le code spécifique à P1. Ce qui est super important ici, c'est que il faut se dire que le processus ici, si on ne le termine pas à la fin du if, il va continuer à exécuter le reste du programme en parallèle avec P0. Donc, si jamais on veut seulement que le processus P1 ici fasse un code spécifique, on va dire, bon, ici on veut le terminer, on va utiliser la fonction exit. Puis c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire parce que souvent, ce que vous pourriez voir, c'est, bon, OK, j'ai terminé mon code spécifique, fait que je vais faire un else if, puis je vais créer un autre fils comme ça. Ça fonctionne très bien, mais à un moment donné, quand vous allez avoir des arbres avec 3, 4 ou 5 niveaux, ça va faire vraiment beaucoup de if, else if. Des fois, vous allez avoir justement des fils ici, fait que vous allez recommencer un if, else, else if et tout. Donc, ce que je vous conseille, c'est de garder ça tout à un beau niveau, puis je vais vous montrer même l'effet que ça fait quand on va avoir recréé l'arbre au complet, puis de mettre un exit. Sauf si, bien entendu, vous avez besoin que les deux processus exécutent le même code tout le long. Donc, dans notre cas, on va juste exécuter du code spécifique à chaque processus. Donc, ici, on a P1. Donc, on a P0 qui est au niveau de main. On a P1 qui est à ce niveau-là. Puis là, on se dit, bon, P1, lui-même, il va créer un fils qui s'appelle P4. Donc, dans le code spécifique, parce qu'on veut pas que P0 aussi crée un autre fils P4. Donc, je vais faire bien avant le exit, ça c'est très important. Bon. Je vais faire un autre. Si la valeur de fork est de 0, ça veut dire que je suis le fils P4. Mais là, je vais avoir le code spécifique à P4. Puis on va voir à la fin ce que ça donne, le fait de faire des if et des exit. On va voir que ça fait un code qui est très propre. Puis que parce que des fois, ça peut être très difficile de se débugger dans des arbres complexes. Celui-là est relativement simple. Puis vous aurez pas vraiment, mettons en examen, si on vous demande de recréer un arbre de processus, ça sera jamais plus compliqué que celui-là. Il pourrait avoir des petites variantes, comme ici, P1 pourrait faire P4, P5, P2 pourrait faire P4 à la place de P1. C'est vraiment des très petites différences. Donc, si vous comprenez bien ça, vous devriez être parfaitement correct pour l'examen de labo. Donc, maintenant, on a fait P1 et P4. Je vous demanderai de faire pause sur la vidéo, de recréer ce code-là, puis d'essayer d'ajouter P2 et P3. C'est juste ça qui nous manque. OK? Donc, je vais créer P2 et P3. Donc, il faut se dire, P2 et P3 sont au même niveau que P1.
puis ils ont comme parent P0. On sait qu'ici, on est dans P0. Donc, parce que celui-là, si on voit, c'est notre bloc de P1 ici. Donc, on va simplement faire une autre fois if fork est 0. Puis ça, on sait qu'on est dans P2. On va exit. Puis, on va faire if fork est de 0. Puis, on est dans P3. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est si le fun d'avoir fait des if et des exit au lieu de if, else if, else if, else if. À la fin, un else. C'est que P0, c'est au niveau du main. Donc, on voit que c'est vraiment la ligne qui se dessine ici. C'est toutes les actions qui sont effectuées par P0. Donc, on a notre premier if fork qui est ça. On a notre, quand on descend, on tombe à notre deuxième if fork qui correspond à ça ici. Quand on arrive ici, au troisième niveau, au troisième if, pardon, qui est toujours au niveau de P0, on arrive à ce code-là qui crée ce fils et ce fils-là, qui est P3. Maintenant, on sait qu'on a un autre niveau. Donc, on sait que P4 est supposé être le fils de P1. Donc, on va se déplacer dans notre tête d'une indentation. Donc, on va faire un petit saut ici. Puis, on voit qu'à tout ce niveau-là, on va avoir ici notre création de notre fils P4. Donc, c'est juste plus clair pour tout le monde, pour ceux qui corrigent et pour vous, si jamais vous vous perdez dans votre arbre. Imaginez un peu prendre une photo de ça, de juste la fonction, puis de la tourner vers la droite de 90 degrés. Vous allez quasiment arriver avec exactement la même arbre que vous avez. Donc, c'est vraiment juste une façon plus claire d'écrire du code. Il y a personne qui va vous enlever des points si vous le faites d'une autre manière avec des else, mais c'est juste une petite recommandation. Donc, c'est tout pour créer l'arbre de processus. Si vous avez été capable de faire P2, P3 tout seul, puis que vous avez compris vraiment l'ensemble du code, il n'y a aucun problème. Vous êtes sur la bonne voie pour bien réussir des exercices de processus. Donc, maintenant, on va parler un petit peu plus de théorie. Donc, transformation d'un processus. On sait qu'un processus, comme on l'a dit précédemment, c'est un programme qui est en cours d'exécution. Un programme, ça a un code. Puis, c'est possible de changer ce code-là. C'est possible de dire, bon, j'ai un processus ici qui exécute la fonction main de mon programme arbre.c. Mais en plein milieu de l'exécution, je pourrais dire, bon, je suis tanné que mon processus, en fait, je veux plus que mon processus exécute ce code-là. Je voudrais qu'il aille exécuter une commande, comme ls, si on veut. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est avec les fonctions de la famille exec. Donc, ça, c'est vraiment des diapositives qui viennent du cours directement. Il y a plusieurs fonctions de la famille, il y a plusieurs fonctions dans la famille exec. Puis, justement, vous devez utiliser la bonne en fonction du programme que vous voulez exécuter, puis en fonction des variables d'environnement que vous devez passer à ces processus-là. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que dans le nom, on a un L ou un V? La différence entre ça, c'est si on a un L, c'est que les arguments qu'on va passer au programme qu'on veut exécuter vont être sous la forme d'une liste. Donc, supposons que je veux faire un programme qui exécute ls-la, qui affiche ls, en fait un petit peu plus de détails, si on veut. Donc, je vais juste créer ici très vite int main. Je vais faire un petit peu, pas du pseudocode, mais je vais pas faire un code qui va compiler vu que je vais rien include, mais je vais juste vous montrer comment faire le exec. Dans le fond, execl, ce qu'on va dire, c'est que je vais lancer le programme qui, à ma connaissance, se trouve ici. Je vais juste vérifier. bin/ls. Donc, on voit ici que si j'exécute ls, avec ça, on a le même résultat. On va parler justement de ça tantôt quand on va parler du path. Donc, mais avant, je voulais juste vous montrer que le programme ls se trouvait ici. Donc,
je vais exécuter ls. Le premier paramètre qu'on met toujours, c'est le nom du programme. Puis après ça, on met les paramètres. Donc ici, LA. Puis il faut terminer avec un null, vu qu'on termine une liste. Quand on regarde cet appel exec-là, on voit qu'on a utilisé L. L veut dire qu'on passe ça sur la forme d'une liste. Donc, premier élément de la liste, c'est en fait ici, le premier paramètre, peu importe que ce soit liste ou vecteur, ça va être le chemin vers le programme. Puis après ça, on voit que nos paramètres ici, donc le nom, le flag et la fin de la liste, c'est passé sur la forme d'une liste. Donc, c'est vraiment juste ça que ça veut dire le L. Quand on a un V, par contre, je vais vous montrer la différence, on va avoir besoin d'un tableau d'arguments. Donc, c'est un tableau de chaîne de caractères qui va être dans le fond notre premier paramètre qui est ls, le deuxième qui est -la, puis un null. Donc ça, c'est notre tableau de paramètres. Je vais juste faire ici, juste mettre un espace entre les deux pour que ce soit plus clair. Donc, ce qu'on va faire, c'est exec v pour vecteur. On va mettre /bin/ls, puis on va mettre notre tableau d'arguments. Dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de mettre de null parce qu'on a mis le null déjà juste ici. Donc, c'est ça pour la différence entre L et V. Maintenant, on va regarder le reste. Donc, P, ça c'est super important. P, quand on a ça dans le nom, ça veut dire que c'est un programme qui se trouve dans notre variable path. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la variable path, mais on peut découvrir ça ensemble. Donc, si je vais dans le terminal, puis que je regarde c'est quoi le contenu de path, je vois ici que c'est vraiment une variable qui contient plein de répertoires dans lesquels peuvent se trouver des programmes. Donc, on voit ici sbin, bin, puis on trouve en fait techniquement /bin qui est ici, qui contient, comme on se souvient, ls. Donc, si on se souvenait comme ls, on voit qu'on peut très bien y accéder juste en écrivant le nom ls, puis on peut utiliser le chemin complet. Maintenant, le path, à quoi ça sert? C'est, on voit ici, on se dit, en ce moment, je suis dans le répertoire démo TP1. Si j'écris ls, ça va lancer le programme ls. Si je change de répertoire, puis que j'écris ls, ça va encore marcher. Donc, pourquoi est-ce que ça fonctionne de même? C'est parce que ls, quand on écrit juste un nom d'un programme dans le terminal, ce que le terminal va faire, va dire, attends, j'ai pas reçu un répertoire. J'ai pas reçu un chemin complet vers le programme ls. À partir de ce moment-là, le terminal va dire, bon, je vais aller regarder dans tout, comme je vais retrouver la commande que j'avais faite ici, je vais aller regarder dans tous les répertoires qu'il y a ici, puis je vais voir s'il n'y a pas un programme qui s'appelle ls. Si oui, je vais l'exécuter. Donc, c'est comme ça qu'on peut dire qu'on peut seulement écrire le nom d'un programme dans le terminal. Le terminal va dire, bon, j'ai pas reçu un path complet vers un programme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ici. Je vais trouver le répertoire bin qui contient un programme qui s'appelle ls et je vais l'exécuter et voilà. On voit ici qu'on avait, je vais juste compiler hello world. On voit ici que ça a créé un a.out qui est un exécutable qui exécute notre programme bien évidemment, mais que ce programme-là n'est pas dans un chemin qui se trouve ici. Ce qui veut dire que si on fait juste écrire son nom, supposons qu'on appelle le programme justement ici a.out, si on écrit seulement a.out, ça va pas lancer le programme. Par contre, je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'ajouter des fois, surtout là vous êtes dans la session de projet 2, des fois vous installez Node, puis npm c'est un programme, quand vous essayez de le taper dans le terminal, ça dit npm n'est pas reconnu comme une commande. Dans ce cas-là, quand vous allez voir en ligne sur Stack Overflow ou sur d'autres forums, souvent ils vont vous dire est-ce que vous avez ajouté le chemin vers l'exécutable de Node dans vos variables, dans votre path. Puis souvent, c'est ça qui règle le problème. Donc, c'est super important de comprendre le concept de path.
Maintenant, désolé si je me suis étiré. On va juste retourner à notre petit programme de tantôt. Puis on se dit, bon, on a utilisé execl pour un programme qui se trouve dans notre path. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre, puis faire un execlp. VP aussi fonctionne, mais on a déjà expliqué la différence entre L et V, donc c'est pas utile. Je vais continuer. Moi, personnellement, j'utilise tout le temps le L. Donc, ce qui est le fun avec execlp, c'est qu'on peut faire exactement comme dans le terminal. Donc ici, à la place de passer bin ls, je vais directement demander d'exécuter un programme qui s'appelle ls. Puis après ça, je continue comme d'habitude. Je mets le nom, le flag et je termine. Donc, c'est tout pour ce qui est de la présence du P. On a un dernier critère de nom à vérifier qui est le E. Donc, juste ici. Le E va permettre de passer au programme une série de variables d'environnement. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde sait vraiment à quoi ça sert des variables d'environnement, mais prenez le scénario suivant. Vous travaillez pour une entreprise qui a plusieurs environnements de développement, qui a un environnement de développement, un environnement de test, un environnement de production. Puis chaque environnement a une base de données différente, a une connection string de base de données qui est différente. Ce que vous pourriez faire dans votre programme, c'est dire, je vais, en fait, à la place, supposons que vous êtes en développement, vous allez hard-coder, si on veut, votre connection string de base de données de développement. Quand vous allez dans l'environnement de test, vous allez hard-coder votre connection string pour que ça pointe vers la nouvelle base de données, et ainsi de suite. Puis ça peut être vraiment quelque chose de plate et de pas beau à faire. Donc, ce que vous pourriez vous poser comme question en ce moment, c'est à la place de juste tout le temps hard-coder, à chaque fois que je change d'environnement, de hard-coder une différente chaîne de connexion pour une base de données, ce que je pourrais faire, c'est avoir une variable d'environnement qui s'appelle connection string. Puis en fonction de mon environnement, je vais y donner une valeur. Donc, supposons en développement, ça va être votre URL pour développement. En test, ça va être l'URL de la base de données de test. Et en production, l'URL de la base de données de production. Comme ça, vous n'avez jamais à toucher à votre code. Vous avez juste à lui donner des valeurs de variables d'environnement différentes. Puis, il va se comporter proprement en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis, vous allez avoir à manipuler les variables d'environnement dans ce TP-là. Donc, comment ça fonctionne quand on a un E, quand on veut ajouter des variables d'environnement? Donc, avec env. Donc, ce qu'on va faire, c'est exec LE, supposons. Supposons qu'on a un programme qui s'appelle bin bootdb. Okay? Puis qu'on veut passer des variables d'environnement. Donc, le premier paramètre, ça va être le nom, donc bootdb. Puis, supposons qu'il prend un nom, mettons Luc, en paramètre. Maintenant, si c'était juste exec_l, ce qu'on ferait, c'est qu'on dirait, bon, ok, j'ai passé tout ce qu'il faut, donc je mets un null et c'est fini. Par contre, là, on veut y passer des variables d'environnement. Donc, ce qu'on va devoir commencer à faire, comme c'est dit dans les notes, c'est qu'on va devoir se créer un tableau de chaîne de caractères, un peu comme on avait avec les arguments, sauf que ce tableau-là va contenir les variables d'environnement. Donc, comme ça. Puis on va mettre, là c'est super important d'être attentif parce que la notation des variables d'environnement est vraiment très stricte, il faut la respecter. Donc c'est quoi la structure? Comment est-ce qu'on définit une variable d'environnement? On va donner un nom, comme ici connection string. On doit mettre un égal avec la valeur. OK. Donc, super important de ne pas mettre d'espace. Ça devient invalide. Donc, c'est vraiment le nom, qui est par convention tout le temps en majuscule, égale la valeur. Ici, je vais juste essayer d'enlever, je vais mettre n'importe quoi ici pour pas que ça fasse un highlighting bizarre. Puis, comme c'est un tableau, si on avait une autre variable d'environnement, mettons variable 2, égale quelque chose d'autre. Puis à la fin, comme c'est un tableau, il
faut pas oublier, en C, il faut toujours mettre un null à la fin des tableaux. Donc, on vient de grounder notre tableau de variables d'environnement. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a dit, bon, je vais exécuter ce programme-là avec des variables d'environnement. Donc, ce que je fais, tout ce que j'ai à faire, c'est après le null qui ground la liste des paramètres, je vais mettre mes variables d'environnement. Et c'est tout. Donc, quand vous avez besoin d'exécuter un programme avec certaines valeurs de variables d'environnement, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment mettre, supposons que vous utilisiez déjà execL, vous avez juste à rajouter un E. Après le null, vous mettez le nom de votre variable qui contient toutes les variables d'environnement. Donc, c'est vraiment juste ça. Donc, je sais que c'était lourd, la théorie sur exec, mais je vous invite vraiment à regarder cette slide-là, puis de l'avoir à côté de vous quand vous faites les laboratoires, vu que vous allez devoir utiliser exec beaucoup tout au long des TP. Donc, finalement, on va parler du concept de copy on write. Donc, qu'est-ce que c'est copy on write? En fait, c'est un peu ce qui arrive par défaut sous Linux quand on va créer un processus fils. Donc, quand un père crée un processus fils, par souci d'optimisation de la mémoire, ce qu'on va faire, c'est le fils, tant et aussi longtemps qu'il va lire les données de son père, dans le fond, qu'il ne va pas les modifier, il va utiliser directement l'espace d'adressage de son père. Par contre, comme on voit ici, si le fils veut lire une donnée, il va tout simplement aller la chercher directement de son père. Par contre, si jamais le fils veut modifier, supposons que le père a une donnée qui s'appelle A égale 3. Si le fils fait juste un read de A, ben il va avoir A égale 3, puis il va utiliser la même valeur que son père. Par contre, si le fils dans son code fait A égale 4, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, je vais prendre la donnée de mon père A égale 3, je vais la copier dans ma propre mémoire, puis après ça, je vais la setter à 4. Donc, par contre, dès que le fils va accéder à une variable de l'espace d'adressage du père en écriture, il va faire sa propre copie. C'est la même chose pour le père, dans le fond. Donc, supposons que le fils fait juste avoir des accès en lecture au père, mais que le père, après avoir créé son fils, décide de modifier la donnée, le noyau du système d'exploitation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va intercepter cette requête d'écriture-là. Il va dire, attention, père, tu es en train de modifier une donnée qui est en ce moment utilisée en lecture par ton fils. Donc, on va lui créer sa propre valeur à lui, juste pour être sûr que ça ne falsifie pas ses résultats. Donc, j'espère que c'est clair pour Copy on Write. Il y a d'autres capsules, si je me souviens bien, sur YouTube qui sont sur le sujet, puis c'est vraiment un concept très important. D'ailleurs, vous allez devoir mettre en pratique Copy on Write avec un exercice de ce TP qui va vous demander d'utiliser le buffer de printf. On a dit au tout début de cette séance que le buffer de printf, que la fonction printf va formater une chaîne de caractères puis la stocker dans un buffer qui est dans la mémoire du processus. Donc, si un père écrit dans le buffer de printf et crée un fils et que le fils décide de continuer à écrire dans le buffer de printf, il va hériter déjà de tout le contenu qu'il y avait dans le buffer de printf de son père, puis il va y ajouter des éléments. Donc, c'est vraiment, on va vous demander plusieurs manipulations assez précises avec Copy on Write pour pratiquer ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bien évidemment, je suis disponible avec les répétiteurs tout le long de la séance pour répondre à vos questions. N'hésitez pas s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans la capsule ou si vous croyez qu'il manque quelque chose, ça va me faire plaisir de rajouter du contenu vidéo pour aider tout le monde. Donc, je vous souhaite une très bonne séance de TP, puis à bientôt.